Les flashs des photographes crépitèrent, une volée d'explosions silencieuses et brûlantes. Ils illuminaient la grande scène du gala de l'Opéra Garnier, figeant l'instant dans le temps. Nicolas Dubois, le titan de l'immobilier parisien, un homme dont le profil n'était surpassé que par la silhouette de la tour Eiffel elle-même, se pencha. Il ne se penchait pas vers sa femme. Il se penchait vers sa jeune et radieuse protégée, Chloé Leroy. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser chaste et fugace. C'était une revendication publique, profonde, possessive, livrée à un millier d'appareils photo. Un hoquet collectif, vif et soudain, fut volé par le cliquetis des obturateurs. Et au premier rang, sa femme, Valérie, restait assise. Son visage, un masque pâle et magnifique, regardait son monde imploser. L'air dans le grand salon de l'hôtel particulier était lourd du parfum des lys et des fragrances coûteuses. C'était le gala annuel de l'avant-garde, le sommet absolu du calendrier philanthropique parisien. Pour être ici, vous n'étiez pas simplement arrivé. Vous étiez la destination. Et au centre de cet univers scintillant, à la table d'honneur, étaient assis Nicolas et Valérie Dubois-Thornton. Nicolas était un homme taillé dans l'ambition et habillé par un tailleur parisien. Son charisme était une force tangible, un puits de gravité qui attirait tout le monde, investisseurs, politiciens et belles femmes, dans son orbite. Il riait, d'un rire profond et confiant, sa main reposant sur l'épaule de Stéphane Lambert, l'héritier d'une grande banque. La tour de l'héritage n'est pas juste un bâtiment, Stéphane, tonna Nicolas, sa voix portant. C'est une déclaration. C'est ma déclaration à cette ville. Valérie l'observait. Elle l'observait depuis 12 ans. Elle était l'accessoire parfait, moulée dans une robe de soie d'un vert émeraude profond que le styliste personnel de Nicolas avait choisi. Elle était sobre et appropriée. Ses cheveux châtains étaient coiffés en un chignon si serré qu'il lui donnait une légère migraine. Elle était l'épouse discrète, le mystère, celle que les chroniqueurs mondains du Parisien décrivaient comme « élégante mais oubliable ». Il n'avait aucune idée. Elle bougea sur son siège, la soie chuchotant contre le velours de la chaise. Son estomac était noué, un œuf froid et serré. Ce sentiment était son compagnon constant depuis 6 mois, depuis que Chloé Leroy avait rejoint Innovation Dubois. Chloé était tout ce que Valérie n'était pas. Elle était blonde, éblouissante de vivacité, et à peine âgée de 25 ans. Elle avait été embauchée comme stratège de marque, un titre vague qui semblait impliquer d'être photographiée aux côtés de Nicolas à chaque occasion possible. Ce soir, elle était assise à seulement 2 sièges de distance, radieuse dans une robe cramoisie qui ne laissait rien à l'imagination, et les yeux de Nicolas, même lorsqu'il parlait à Lambert, ne cessaient de la trouver. « Valérie, ma chère », ronronna une voix à côté d'elle. C'était Sandrine Leclerc, un dragon de la haute société dont le mari dirigeait une entreprise rivale. « Vous semblez si sereine. Nicolas est certainement de très bonne humeur ce soir. Cette nouvelle petite, Chloé. Quelle ambition. Elle me rappelle le jeune Nicolas. » L'insulte volée atteignit sa cible comme prévu. Valérie força un petit sourire crispé. Nicolas a toujours valorisé l'ambition, Sandrine. C'est ce qui a bâti son empire. Oh, son empire, bien sûr, répondit Sandrine, ses yeux brillants de malice. Comme ce doit être merveilleux d'être si soutenu. Valérie se contenta de siroter son verre de vin. Le cristal était lourd et froid contre ses lèvres. Elle savait ce qu'ils pensaient tous, qu'elle n'était personne, une femme effacée et timide qu'il avait épousée avant de devenir le Nicolas Dubois. Ils pensaient qu'elle s'accrochait à lui, bénéficiaire de son génie. La vérité était un secret lourd et froid qu'elle gardait depuis plus d'une décennie. Son regard revint sur son mari. Il se penchait pour entendre quelque chose que Chloé disait, la tête basse, leur proximité intime et choquante dans sa désinvolture. Chloé rit, posant une main parfaitement manucurée sur son avant-bras. Elle s'y attarda. Valérie sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas seulement les chuchotements. Ce n'était pas seulement les nuits tardives qu'il justifiait comme des sessions de stratégie. C'était ça, l'arrogance effrontée de la chose, le faire ici, devant Stéphane Lambert, devant Sandrine Leclerc. Devant elle. Un serveur apparut, silencieux comme un fantôme, pour débarrasser son assiette d'amuse-bouche intacte. Elle le regarda, un homme anonyme faisant son travail, et ressentit une pointe d'envie aiguë et soudaine pour l'anonymat, la liberté. Nicolas se leva enfin, tapotant son verre pour attirer l'attention.
La salle, une mer de diamants et de smoking, se calma lentement. « Amis, collègues, visionnaires » commença-t-il, sa voix amplifiée par le microphone. Il possédait la pièce comme il possédait tout. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement la philanthropie, mais le progrès. Nous célébrons l'avenir. Innovation du Bois est fière d'annoncer notre nouvelle fondation caritative, une promesse d'1 milliard d'euros pour remodeler l'horizon des opportunités pour la jeunesse de cette ville. Des applaudissements polis, puis tonitruants. Valérie applaudit, ses mains picotant. Elle connaissait cette fondation. C'était son idée, un moyen de canaliser leur immense richesse. Il l'avait rejetée 3 mois auparavant comme une absurdité sentimentale. Cette entreprise, poursuivit Nicolas, a été construite à partir de rien, d'une idée que j'ai eue dans un petit appartement de banlieue. Elle a été construite sur la ténacité, sur la vision, et sur un refus implacable d'accepter un non. La migraine de Valérie s'intensifia. Son idée, sa ténacité. Elle sentit le goût métallique soudain de l'amertume dans sa bouche. Elle pensa à son père, Henry Thornton, un homme discret qui avait bâti le groupe industriel Thornton, un empire manufacturier dans la région de la Loire. Un homme mort trop jeune, laissant sa fille de 22 ans, étudiante en histoire de l'art, avec une fortune si vaste qu'elle la terrifiait. Une fortune qu'elle avait appris à gérer, à faire fructifier, et surtout, à cacher. Mais aucun homme ne bâtit seul, dit Nicolas, arborant ce sourire à 1 million d'euros. Il faut une équipe. Il faut des gens qui partagent la vision. Des gens qui n'ont pas peur de repousser les limites. C'était le moment. Valérie savait ce qui allait arriver. Il remercierait son directeur des opérations, Jean Moreau, un vieil ami de son père et la seule autre personne dans cette salle qui connaissait la vérité. Il remercierait le conseil d'administration. Il lui ferait peut-être, si elle avait de la chance, un signe de tête superficiel. Et au cours de la dernière année, dit Nicolas, sa voix s'adoucissant, j'ai eu la chance de trouver un nouveau type de visionnaire, quelqu'un qui m'a inspiré, m'a redynamisé, quelqu'un qui comprend ce que signifie vraiment construire un héritage. Il se tourna, le bras tendu, non pas vers son directeur des opérations, non pas vers le conseil, et certainement pas vers sa femme. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir le nouveau visage de la Fondation du Bois et l'avenir de notre marque, Chloé Leroy. La salle fut plongée dans un silence momentané. Ce n'était pas seulement une annonce. C'était un couronnement. Chloé Leroy se leva de son siège, une image d'humilité feinte qui ne trompait personne. La robe cramoisie semblait luire sous le projecteur qui la trouva instantanément. Elle se dirigea vers la scène, non pas comme une employée, mais comme une reine réclamant son trône. Nicolas prit sa main, l'attirant au centre. « Chloé, dit-il, sa voix pleine d'une émotion écœurante de sincérité, m'a montré à quoi ressemble la vraie passion. » Valérie regardait, immobile. Le grand salon avec ses 500 invités avait cessé d'exister. Il n'y avait que la scène, un tableau vivement éclairé de son humiliation. Elle pouvait sentir le regard de Sandrine Leclerc sur elle, aussi acéré qu'un coup de poing. Elle pouvait sentir Jean Moreau, assis plus loin, irradiant une énergie silencieuse et furieuse dans sa direction. Et ainsi, déclara Nicolas, son bras s'enroulant autour de la taille de Chloé, je veux sceller ce nouveau partenariat, cette nouvelle vision. Il était grisé par les applaudissements, par le pouvoir, par l'audace pure de sa propre trahison. Il regarda Chloé, qui le contemplait avec une adoration non dissimulée. Et puis il s'était penché. Le baiser. Ce fut le crépitement des flashs qui rompit le charme. Une douzaine de photographes du Monde, du Parisien et de Paris Match s'étaient précipités sur la scène, leurs objectifs capturant le moment qui serait sur toutes les unes demain. Nicolas Dubois embrasse sa maîtresse au gala. Il ne semblait pas s'en soucier. Il prolongea le baiser, l'approfondissant, un acte flagrant de domination. Chloé se fondit en lui, sa main se posant sur sa mâchoire. Au premier rang, Valérie Dubois Thornton bougea enfin. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne jeta pas son verre de vin, ce qui était la seule chose qu'elle voulait vraiment faire. Au lieu de cela, elle posa sa serviette en lin, soigneusement pliée, à côté de son assiette. Elle sentit un étrange calme froid s'installer en elle. C'était le calme d'un chirurgien qui vient de voir la radiographie et sait avec une certitude absolue que le membre ne peut être sauvé. La seule option restante est l'amputation. Les applaudissements qui suivirent furent clairsemés, confus et nerveux. Nicolas,
rompant enfin le baiser, leva la main de Chloé en l'air comme un trophée. « L'avenir, mesdames et messieurs !» cria-t-il. Il se tourna, rayonnant, et ses yeux trouvèrent enfin sa femme. Il s'attendait à quoi? Des larmes? Un sourire de soutien douloureux. Il ne vit ni l'un ni l'autre. Valérie croisa son regard à travers la salle bondée. Son expression était totalement vide. C'était un vide si profond qu'il était plus terrifiant que la rage. Elle soutint son regard pendant 1, 2, 3 secondes. Puis, d'un seul mouvement fluide, elle se leva. Elle ne courut pas. Elle ne partit pas en trombe. Elle tourna le dos à la scène, à son mari et à la vie qu'elle avait tolérée. Elle commença à marcher, sa posture parfaite, ses pas réguliers et sans hâte, à travers la mer de visages choqués et chuchotants. Elle passa devant Stéphane Lambert, qui avait l'air complètement déconcerté. Elle passa devant Sandrine Leclerc, dont la mâchoire, pour la première fois de mémoire d'homme, pendait. Le sourire de Nicolas vacilla. Son expression triomphante se mua en confusion, puis en un éclair de colère. « Valérie !» cria-t-il, sa voix pour la première fois incertaine dans le microphone. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne regarda pas en arrière. Elle poussa les grandes portes du salon, le son de la voix de son mari et les murmures choqués de la société parisienne s'étouffant alors que le lourd chêne se refermait doucement, définitivement derrière elle. Dehors, dans le couloir doré, l'air était merveilleusement frais. Elle prit sa première profonde inspiration de la nuit. C'était comme si ses poumons se déployaient pour la première fois en une décennie. Sa main, qui avait été parfaitement stable, commença à trembler. Elle sortit son téléphone de sa pochette. Pas pour commander un VTC, pas pour appeler un avocat. Pas encore. Elle avait un appel à passer. Elle trouva le numéro et appuya. Il sonna une fois. « Jean », dit-elle, sa voix basse et claire, bien que les tremblements secouent maintenant son corps. Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Il y eut un lourd soupir à l'autre bout. « J'ai vu, Valérie. Je suis juste derrière toi. Quel est le protocole ? » « Le protocole, c'est la terre brûlée, » répondit Valérie, le froid revenant, gelant les tremblements dans sa voix. « Appelle Pierre. Dis-lui de liquider mes avoirs personnels dans le fonds luxembourgeois. Je veux les liquidités pour demain matin et organise la réunion d'urgence du conseil. Lundi à 10 h. Il est temps qu'il rencontre enfin la véritable investisseuse. Pour comprendre comment une femme comme Valérie pouvait être si complètement effacée de sa propre vie, il fallait comprendre les Thornton. Les Thornton n'étaient pas comme les familles Peugeot ou Arnaud. Ils n'étaient pas de l'argent neuf comme Nicolas. Ils étaient de l'argent industriel, discret, de la région de la Loire. Ils fabriquaient l'acier qui construisait les gratte-ciel, les turbines qui alimentaient les villes. Ils ne mettaient pas leur nom sur les opéras. Ils le mettaient sur les roulements à billes et les circuits imprimés. Henry Thornton, le père de Valérie, avait méprisé l'ostentation de la société parisienne. Il avait élevé sa fille pour qu'elle soit intelligente, méticuleuse et, par-dessus tout, invisible. L'homme le plus bruyant dans la pièce, Val, disait-il, est toujours le plus faible. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Quand il mourut d'une rupture d'anévrisme soudaine, Valérie, 22 ans, alors étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, hérita de l'intégralité du groupe industriel Thornton et de sa fiducie labyrinthique évaluée à un peu plus de 4 milliards d'euros. Elle était terrifiée. Elle était perdue. Et puis, 6 mois plus tard, elle rencontra Nicolas Dubois. Il était un architecte en difficulté, brillant et dévoré d'ambition. Il avait des projets de bâtiments qui défiaient la gravité, mais pas un centime en poche. Il était éblouissant. Il ne savait pas qui elle était. Pour lui, elle était juste Valérie Thornton, une étudiante discrète qui travaillait à temps partiel à la bibliothèque de l'université. Elle tomba amoureuse, non pas de son charme, mais de son dynamisme. Il voyait le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Il était l'architecte. Elle, croyait-elle, pouvait être la bienfaitrice silencieuse. Elle voulait qu'il l'aime elle, pas la fortune Thornton. Alors elle élabora un plan avec l'avocat de son père, ancien et effroyablement loyal, Pierre Garnier. Elle créa un fantôme. Ils établirent Holding Égide, une société de capital investissement basée dans la principauté de Monaco.
Avec son financement acheminé à travers une série de comptes offshore, elle était impénétrable. L'unique administrateur et bénéficiaire était répertorié comme V.A. Thornton, un nom qui ne signifiait rien pour le monde financier. Holding Egide fit son premier investissement dans un jeune architecte prometteur, Nicolas Dubois. Quand il la demanda en mariage un an plus tard, elle était aux anges. Il l'aimait. Il n'en avait aucune idée. Elle insista sur un contrat de mariage, qu'il signa volontiers en riant. « Je n'ai rien à protéger, Val, avait-il dit. Et je vais bientôt gagner tellement d'argent que ce sera moi qui te demanderai un contrat de mariage. » Elle avait souri et signé son secret de 4,2 milliards d'euros en toute sécurité. Pendant les premières années, ce fut parfait. Il construisit son premier hôtel de charme, puis sa première tour de condo. Holding Egide était son partenaire silencieux et solidaire, approuvant toujours ses propositions, certes brillantes. Il pensait qu'Egide était un fonds européen sans visage. Valérie, pendant ce temps, jouait le rôle de l'épouse solidaire et modeste. Elle gérait leur maison. Elle organisait de petits dîners. Et en secret, elle dirigeait Egide. C'était elle qui donnait le feu vert pour les achats de terrain. C'était elle qui analysait les lois d'urbanisme. C'était elle qui étudiait le marché, canalisant le génie méticuleux de son père dans des feuilles de calcul et des évaluations de risque. Nicolas était la façade, le visionnaire. Elle était l'architecte. Elle était la fondation, l'acier et la banque. Innovation Dubois devint un empire. Nicolas devint un dieu dans les médias et, lentement, il commença à croire à sa propre presse. Il oublia l'architecte en difficulté. Il oublia le petit fonds d'amorçage qui avait pris un risque énorme sur lui. Il croyait avec le fanatisme d'un vrai narcissique qu'il avait fait cela seul. Et à mesure qu'il grandissait, Valérie rétrécissait. Il commença à la voir comme il voyait son premier modeste appartement, une relique de son humble passé. Elle était trop discrète, trop simple. Il avait besoin de quelqu'un qui corresponde à son énergie. Valérie vit le changement. Elle vit les nouvelles assistantes, les nuits tardives, la distance émotionnelle. Mais elle était piégée dans la maison de campagne luxueuse qu'elle avait elle-même construite. Si elle révélait la vérité, qu'elle n'était pas seulement sa femme, mais sa propriétaire, cela ferait exploser la seule chose qu'elle avait toujours voulu, la croyance qu'à un moment donné, il l'avait aimée elle et non son argent. Jean Moreau, l'ancien directeur des opérations de son père et le seul membre du conseil d'administration d'Innovation Dubois qu'elle avait personnellement installé en tant que représentant de Holding Egide, l'avait prévenu. Il est hors de contrôle, Valérie, avait dit Jean un an plus tôt lors d'une réunion secrète dans son club. Il engage les actifs de l'entreprise dans des projets de vanité. La tour de l'héritage est un gouffre financier. Il truque les projections pour que ça paraisse bien. Il est ambitieux, avait faiblement défendu Valérie. Il est imprudent, avait contré Jean. Et il est irrespectueux, non seulement envers le conseil, mais envers vous. Vous avez bâti ça. Ne laissez pas ce pan réduire en cendres l'héritage de votre père. Puis vint Chloé. Chloé fut l'escalade finale et brutale. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était un remplacement public. Il ne trompait pas seulement sa femme. Il installait sa maîtresse dans l'entreprise qu'elle possédait. Quand Valérie quitta le gala, elle ne quittait pas seulement son mari. Elle quittait le fantôme de Valérie Thornton. L'épouse discrète, solidaire et invisible avait disparu. Pierre Garnier, son avocat, attendait cet appel depuis 5 ans. Il avait préparé les dossiers Armageddon. Quand Jean l'appela depuis le hall de l'hôtel, la seule réponse de Pierre fut « Il était grand temps ». Valérie passa la nuit non pas dans son appartement haussmannien de l'avenue Montaigne, l'appartement de Nicolas, mais dans une suite sécurisée au Bristol, un hôtel que son père avait toujours préféré. Elle ne dormit pas. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville qu'elle possédait, et elle démantela méthodiquement la vie de son mari, un email et un appel téléphonique à la fois. Elle transféra les liquidités du fonds luxembourgeois vers un nouveau compte principal sous son nom légal complet, Valérie Dubois Thornton. Elle fit rédiger les motions d'urgence par Pierre. Elle examina l'audit final et dévastateur du projet autour de l'héritage, prouvant que Nicolas avait détourné des millions vers des comptes offshore au nom de Chloé Leroy. Elle l'avait protégé de sa propre cupidité pendant des années, couvrant discrètement ses erreurs, réorientant des fonds pour masquer ses échecs. Plus maintenant. Le soleil se leva sur le jardin du Luxembourg,
et Valérie, vêtue d'une robe noire simple et sévère, but sa première tasse de café fort. Il avait le goût de la victoire. Nicolas se réveilla le lundi matin avec une migraine carabinée et un ouragan de relations publiques. Son téléphone était une bombe nucléaire d'appels manqués et de SMS. La première page du Parisien était une photo pleine page du baiser avec le titre « La maîtresse en hors du bois, il plaquait sa femme au gala-choc ». Paris Match avait un article en ligne intitulé « La silencieuse et même Dubois parle enfin ». En partant. Il était furieux, non pas contre lui-même, mais contre Valérie. Comment osait-elle? Comment osait-elle l'humilier en partant? Elle était censée être la discrète. Elle était censée rester assise, encaisser, puis ils auraient eu une discussion civilisée à la maison. Elle l'avait fait passer pour le méchant. Il arpenta l'appartement haussmannien, étrangement silencieux. Son dressing était à moitié vide. Elle n'avait pas pris les vêtements de créateur. Elle avait pris ses tailleurs simples, ceux qu'il détestait. Très bien, cria-t-il à l'appartement vide. Très bien. Tu veux te battre, Valérie? Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Il était alimenté par une rage narcissique aveuglante. Il croyait vraiment à sa propre légende. Il avait bâti ça. Holding Egide n'était qu'une banque, et les banques pouvaient être remplacées. Valérie était sa femme, et elle serait ramenée à la raison. Il arriva au bureau d'innovation du bois à 8 heures, aboyant sur sa secrétaire. « Amenez-moi Chloé et le service juridique. » Chloé arriva, l'air nerveuse pour la première fois. « Nicolas, la presse est partout. Ils appellent ma famille. Ils disent des choses horribles. » Laisse-les parler, cracha Nicolas en l'attirant dans son bureau. C'est un jeu de pouvoir, c'est tout. Valérie fait une petite crise. Nous allons étouffer ça aujourd'hui. Comment? En lui coupant les vivres et en retirant son seul allié au conseil, Jean Moreau. Nicolas faisait les 100 pas, son énergie vibrant de méchanceté. Il a toujours été son petit espion. Il représente Egide. Je vais convoquer une réunion d'urgence, l'exposer pour malversation financière. J'inventerai quelque chose. On s'en fiche. Et je t'installerai à sa place. Au conseil? Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de cupidité. Au conseil, confirma-t-il. Egide détient 60%, oui, mais c'est un partenaire silencieux. Ils n'ont jamais voté contre moi. Ils votent avec le PDG. C'est l'accord. Mais 30% plus les 10% des autres membres du conseil me donnent la majorité sur Moreau. Il est dehors. Tu es dedans. Et quand Valérie reviendra en rampant, elle trouvera son allocation coupée et son ami parti. Il était si consumé par son propre plan qu'il remarqua à peine sa secrétaire qui l'appelait. Monsieur, vous avez un email du cabinet de Pierre Garnier au nom de Holding Egide. Quoi? Nicolas attrapa l'imprimé. C'était une notification formelle. Une réunion d'urgence du conseil avait été convoquée pour 10 heures. L'ordre du jour, un audit complet et un examen du projet autour de l'héritage et un vote sur la révocation de Nicolas Dubois en tant que PDG. Nicolas rit. C'était un son froid et sec. Il bluffe. Ce vieil imbécile de Jean. Il pense qu'il peut me faire peur. Il regarda Chloé. Il a déclenché une guerre qu'il ne peut pas gagner. Egide n'a aucune légitimité pour me révoquer. Le poste de PDG est blindé. Il vient de se ridiculiser. Il déchira le mémo. Allons-y. Je vais adorer le virer en face. À 9h58, Nicolas Dubois entra d'un pas arrogant dans la salle du conseil du 50e étage. C'était une cathédrale de verre et d'acier surplombant la ville qu'il croyait posséder. Les membres du conseil étaient déjà là, un aréopage d'hommes au visage de pierre, et une femme, la sœur de Sandrine Leclerc, qui avait l'air terrifiée. Jean Moreau était à une extrémité de la table, l'air calme. « Jean » dit Nicolas, sa voix suintant la condescendance alors qu'il prenait place en bout de table. Un coup audacieux. Convoquer une réunion pour m'évincer. As-tu oublié qui je suis? As-tu oublié qui signe tes chèques? Je sais exactement qui tu es, Nicolas, dit Jean, sa voix égale. Et je sais exactement qui signe les chèques. Attendons le représentant de Holding Egide avant de commencer. Nicolas ricana.
Égide n'envoie pas de représentants. Ils envoient des procurations, et ils votent toujours avec moi. Alors, finissons-en. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Ce n'était pas un avocat. Ce n'était pas un banquier. C'était Valérie. Elle n'était pas la femme du gala. La soie émeraude avait disparu, remplacée par un tailleur gris anthracite sévère et parfaitement coupé. Ses cheveux n'étaient pas en un chignon sage. Ils étaient tirés en arrière en une queue de cheval serrée et puissante. Elle portait une mallette en cuir. À côté d'elle se tenait un homme que Nicolas reconnut vaguement, Pierre Garnier, un avocat spécialisé en succession, c'est comme un coup de trick. Le sang de Nicolas se glaça. Valérie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une réunion du conseil à huis clos. Tu ne peux pas être ici. Valérie ne le regarda pas. Elle se dirigea vers le siège vide directement en face de lui, celui réservé à l'actionnaire principal. Elle s'assit. Pierre Garnier se tint derrière elle. Madame Dubois-Thornton, dit formellement Jean Moreau. Merci d'être venue si rapidement. Que se passe-t-il? Demanda Nicolas, sa voix montant. Valérie le regarda enfin. Ses yeux n'étaient ni tristes ni en colère. Ils avaient la couleur de l'acier. Tu as raison, Nicolas, dit-elle, sa voix claire et forte, résonnant dans la pièce silencieuse. C'est une réunion du conseil à huis clos et je suis ici pour représenter l'actionnaire majoritaire. Nicolas la dévisagea. Tu représentes Égide? Ces gens qui t'a poussé à faire ça? C'est une blague. Pierre, dit simplement Valérie. Le vieil avocat s'avança et commença à placer un épais document relié devant chaque membre du conseil. Holding Égide, commença Pierre, sa voix éraillée coupant la tension, est une société de capital investissement enregistrée dans la principauté de Monaco. Elle est, et a été pendant 12 ans, l'unique entité de financement de la société connue sous le nom d'Innovation du Bois. Nous savons ça, claqua Nicolas. Va droit au but. Pierre regarda Nicolas par-dessus ses lunettes. Holding Égide contrôle 60% des actions avec droit de vote de cette société. Son conseil d'administration est composé d'une seule personne, l'unique directrice générale et bénéficiaire à 100% de la fiducie Thornton, qui est Holding Égide. Il marqua une pause, laissant le poids du mot s'installer. Mesdames et messieurs du conseil, dit Pierre, permettez-moi de vous présenter formellement votre investisseuse, Madame Valérie Dubois-Thornton. Le silence dans la salle du conseil était absolu. C'était si silencieux que le bruit d'un simple papier froissé alors que la sœur de Sandrine tournait nerveusement une page ressemblait à un coup de feu. Le visage de Nicolas Dubois passa par une série de transformations rapides et grotesques. D'abord la confusion vide, puis une compréhension naissante et maladive. Puis une rage sombre et violacée. Toi, murmura-t-il, sa voix se brisant. Toi, Val? Mon nom, déclara-t-elle, est Valérie. Et vous vous adresserez à moi en disant Madame Dubois-Thornton. C'est de la fraude, bafouilla Nicolas, bondissant sur ses pieds. Tu m'as trompé. Tu m'as menti pendant 12 ans. C'est mon entreprise. C'est moi qui l'ai bâtie. Tu n'as rien bâti, dit Valérie, sa voix tranchant à travers son hystérie. Tu étais un architecte avec un plan. J'ai acheté le terrain. J'ai payé l'acier. J'ai financé les salaires. Innovation du Bois était une filiale à 100% de mon entreprise, Nicolas. Une entreprise que je t'ai permis de diriger, croyant que tu étais un partenaire, pas un parasite. Elle se détourna de lui, s'adressant au conseil stupéfait. Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui parce que M. Dubois sabote activement cette société depuis 2 ans. Il l'a fait en détournant les ressources de l'entreprise vers un projet de vanité personnelle, la tour de l'héritage, dont nos auditeurs indépendants, elle fit un signe de tête à Pierre, qui distribua un deuxième jeu de documents, ont confirmé qu'elle dépasse actuellement le budget de 1,2 milliard d'euros et est structurellement défaillante. Jean Moreau prit la parole. J'ai essayé d'avertir le conseil. M. Dubois a fourni des projections falsifiées pour cacher les pertes. De plus, poursuivit Valérie, M. Dubois a détourné des fonds à des fins personnelles, notamment le transfert de 3 millions d'euros vers un compte offshore au nom de Chloé Leroy, sa protégée. La sœur de Sandrine Alta, sa main volant à sa bouche. C'est de la diffamation,
rugit Nicolas, frappant des poings sur la table. Toi. Femme au foyer, tu penses que tu peux venir ici avec ces mensonges? Ce ne sont pas des mensonges, M. Dubois. La voix de Pierre Garnier était tranchante. Nous avons les reçus des virements. Nous avons les relevés bancaires. Vous avez utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter son appartement, sa voiture, et la semaine dernière, une bague en diamant de 2 carats. Le tout classé comme dépenses promotionnelles et marketing. Nicolas était acculé. C'était un prédateur piégé. Et maintenant, il devenait vicieux. Tu as fait ça? Hurla-t-il à Valérie. Tu m'as piégé. Tu m'as laissé croire que j'étais aux commandes juste pour pouvoir me tirer le tapis sous les pieds. C'est quoi ce jeu malsain? Tu étais jalouse. Tu étais jalouse de Chloé. Tu étais jalouse de mon succès. Valérie se leva lentement. Elle mesurait 5 centimètres de moins que lui. Mais à cet instant, elle le dominait. Je n'étais pas jalouse de ton succès, Nicolas. J'en étais fier. Je l'ai financé. Je l'ai célébré. Je l'ai fait anonymement parce que j'étais une idiote. J'étais une idiote qui croyait que tu m'aimais et que mon argent empoisonnerait ça. Sa voix était de glace. Mais tu n'as pas eu besoin de mon argent pour t'empoisonner. Ton ego s'en est chargé tout seul. Tu m'as manqué de respect en privé pendant des années. Je l'ai toléré. Tu m'as diminué. Tu m'as manipulé. Tu m'as fait me sentir petite. Je l'ai toléré. Mais samedi soir, tu as manqué de respect à l'héritage de mon père. Tu as utilisé l'entreprise qu'il a bâtie pour m'humilier publiquement et couronner ta maîtresse. Et ça, Nicolas, ça, je ne le tolérerai pas. Elle regarda le conseil. L'ordre du jour de cette réunion est un vote pour révoquer Nicolas Dubois de son poste de PDG avec effet immédiat pour négligence grave, détournement de fonds et manquement à l'obligation fiduciaire. Jean, s'il te plaît, procède au vote. Attendez. Cria Nicolas, son sang-froid complètement brisé. Il transpirait à travers sa chemise coûteuse. Vous ne pouvez pas. Les actions. Mais 30%. Vos 30%, intervint Pierre, n'ont pas été gagnés, M. Dubois. C'était un don d'action de la part de Holding Égide. Un don qui, selon la clause de l'homme clé de votre contrat de travail, est perdu en cas de licenciement pour faute. Vous, Nicolas, ne possédez rien. Vous n'avez jamais rien possédé. Nicolas regarda les visages autour de la table. Ce n'étaient pas ses alliés. C'étaient des investisseurs sur un navire en perdition, et Valérie venait de leur lancer la seule bouée de sauvetage. Tous ceux qui sont en faveur de la motion de révocation de Nicolas Dubois? Demanda Jean. La main de Valérie se leva. La main de Jean se leva. La main de la sœur de Sandrine se leva. Un par un, tous les autres membres du conseil levèrent la main. C'était unanime. Nicolas fixa Valérie, le visage pâle, les yeux écarquillés d'une haine primitive et terrifiante. Toi. Sorcière. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te détruire. Je vais dire au monde entier ce que tu as fait. Leur dire quoi, Nicolas? Demanda Valérie en ramassant sa mallette. Leur dire que je ne suis pas une simple épouse? Leur dire que c'est moi qui ai l'argent? S'il te plaît, tu me rendrais service. Elle fit un signe de tête aux 2 grands gardes de sécurité qui venaient d'apparaître à la porte. M. Dubois est un intrus. Veuillez l'escorter hors de mon bâtiment. Les gardes, 2 hommes imposants qui géraient habituellement les conflits syndicaux sur les chantiers, se dirigèrent vers Nicolas. Ne me touchez pas. Beugla-t-il en reculant. C'est mon bureau. C'est mon bâtiment. Il n'a jamais été à toi, Nicolas, dit Jean Moreau, sa voix empreinte d'une satisfaction froide qu'il avait retenue pendant une décennie. Tu ne faisais que le louer. Nicolas, voyant les gardes se rapprocher, devint pathétique. La rage s'effondra en une supplication désespérée et pleurnicharde. Il se tourna vers Valérie, les yeux grands ouverts et soudain humides. Val. Val, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à nous. Pense aux 12 ans. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Chloé.
C'était une erreur. Une erreur stupide et sans importance. C'était la pression. Tu sais la pression que je subis. Valérie le regarda, son expression indéchiffrable. Elle avait attendu la moitié de sa vie pour l'entendre dire qu'il l'aimait sincèrement. Et voilà, un mensonge désespéré d'un homme qui se noie. La pression, répéta-t-elle, sa voix vide d'émotion. Oui, je sais tout de la pression, Nicolas. La pression de regarder l'homme que tu aimes se transformer en monstre. La pression de cacher ton propre esprit pour que son ego ne soit pas blessé. La pression de savoir qu'un seul mot de ma part aurait pu te mettre fin à tout moment, et de ne pas le dire. Elle secoua la tête. C'est fini. Sortez-le. Non. Hurla-t-il alors que les gardes lui saisissaient les bras. Vous ne pouvez pas. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent à nouveau brusquement. Cette fois, c'était Chloé. Elle devait avoir entendu les cris depuis le bureau de Nicolas, au bout du couloir. Nicolas, que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Elle vit Valérie et son visage se tordit en un sourire triomphant. Oh, tu es là. Tu es venu le supplier de te reprendre? C'est trop tard, ma chérie. Nicolas et moi. Tais-toi, idiote. Rugit Nicolas, se débattant contre les gardes. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Le sourire de Chloé disparut, remplacé par la confusion. Quoi? Valérie regarda la jeune femme. Elle ne ressentait pas de colère, juste une pitié profonde et lasse. Mademoiselle Leroy, votre emploi dans cette entreprise est terminé, avec effet immédiat. Vos comptes d'entreprise ont été gelés, et l'appartement loué par la société sur l'avenue Foch devra être libéré avant 17 h aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me virer, balbutia Chloé, cherchant de l'aide auprès de Nicolas. Nicolas, dis-lui. Il ne peut rien me dire, mademoiselle Leroy, dit Valérie. Nicolas ne travaille plus ici. La couleur quitta le visage de Chloé alors qu'elle comprenait enfin. Elle n'était pas la reine. Elle était le bouffon et le spectacle était terminé. Mais la fondation, murmura-t-elle. Le gala. Il m'a promis. Il vous a promis des choses qui n'ont jamais été à lui de donner, dit Valérie. Elle se tourna vers les gardes. Sortez-les tous les deux. L'agitation fut rapide. Nicolas, réalisant que ses supplications étaient inutiles, retourna à la rage. Il donna des coups de pied et jura. Un flot d'insultes viles dirigées contre Valérie, contre Jean, contre son père. Tu seras en faillite dans un an, espèce de stupide. La porte claqua, le coupant. La salle du conseil du 50e étage redevint silencieuse. Valérie laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis 12 ans. Elle s'enfonça dans le fauteuil en bout de table, son fauteuil. Les membres du conseil la regardaient tous, un mélange d'admiration, de peur et de profond respect sur leur visage. Eh bien, dit la sœur de Sandrine dans le silence. C'était complet. Valérie esquissa un petit sourire fatigué. Mes excuses, mesdames et messieurs. Je préfère un style de gestion plus discret. C'était un nettoyage de printemps malheureux mais nécessaire. Jean Moreau s'éclaircit la gorge. La motion est adoptée. Nicolas Dubois est révoqué. Cela laisse les postes de PDG et de présidente du conseil vacants. Il regarda Valérie. Le conseil est prêt à accepter les nominations. Pierre Garnier s'avança. Je nomme Valérie Dubois-Thornton PDG par intérim et présidente permanente du conseil d'administration. Appuyé, dit instantanément Jean. Tous en faveur. Toutes les mains se levèrent. C'est réglé, alors, dit Jean. Félicitations, Madame la Présidente. Valérie regarda par la fenêtre. La ligne d'horizon de Paris, sa ligne d'horizon, s'étendait devant elle. La tour de l'héritage, à moitié construite et enveloppée d'échafaudages, était un témoignage de l'ego de son mari. Merci, dit-elle. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois appeler notre chef de la démolition. Il est temps de raser ce bâtiment jusqu'à l'acier et de tout recommencer, correctement. 3 mois plus tard, le panneau à l'extérieur du bâtiment n'indiquait pas Innovation Dubois. Il indiquait simplement « Groupe Thornton ».
Le bureau du 50e étage, autrefois une caverne d'acajou sombre, de cuir noir et de portraits autogratifiants de Nicolas, était maintenant méconnaissable. Valérie l'avait vidé. Il était maintenant ouvert, aéré et rempli de lumière, de verre et de plans pour des projets innovants, durables et, par-dessus tout, rentables. Le scandale de la tour de l'héritage avait été brutal. La presse s'était régalée de la vengeance de l'épouse bafouée. Nicolas, fidèle à sa parole, avait essayé de la détruire. Il donna des interviews cinglantes, la dépeignant comme une marionnettiste manipulatrice et sans cœur. L'effet fut spectaculairement inverse. Lorsque Pierre Garnier, au nom du groupe Thornton, publia l'audit médico-légal complet, le détournement de fonds, la fraude, les comptes offshore au nom de Chloé, le récit changea. Nicolas n'était pas une victime. C'était un escroc. Chloé était la risée de tous. Nicolas était maintenant noyé sous les poursuites, non seulement du Conseil, mais aussi des entrepreneurs, des prêteurs et de l'autorité des marchés financiers, AMF. Ces 30% des actions ne valaient plus rien, réabsorbées par l'entreprise. Il avait tout perdu. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un condo en location dans le Val d'Oise, essayant désespérément de trouver un cabinet d'avocats qui accepterait son cas. Valérie, quant à elle, était devenue une légende. La silencieuse Madame Dubois n'était plus silencieuse. Elle était la matriarche de Paris, la titan Thornton. Forbes l'avait mise en couverture, détaillant l'histoire de la fortune cachée d'1 milliard d'euros et de la femme qui avait dirigé un empire depuis son salon. Elle était assise à son nouveau bureau, signant les plans finaux pour le projet des communs Thornton. Il était redessiné en un incubateur de logements à revenus mixtes et de technologie verte. C'était un projet dont son père aurait été fier. Jean Moreau, maintenant son directeur des opérations officielles, frappa et entra. Madame la Présidente, les papiers du divorce. Le jugement final vient d'arriver du juge. Il posa le document sur son bureau. Elle le regarda. Dubois contre Dubois Thornton. C'était fait. Elle était, aux yeux de la loi et du monde, entièrement sa propre personne. Merci, Jean, dit-elle en signant l'accusé de réception. Il conteste le contrat de mariage, bien sûr, dit Jean. Il invoque la détresse émotionnelle et la coercition. Valérie rit. C'était un rire vrai et sincère. Laisse-le faire. Pierre va s'amuser avec ça. Envoie-lui un chèque de 1 euro pour service rendu. Service ? Pendant 12 ans, dit Valérie, il a été mon ombre. Il m'a appris exactement ce qu'il ne faut pas être. Ça vaut quelque chose. Jean sourit. Eh bien, les nouveaux architectes sont ici pour la réunion de 14 heures, et Sandrine Leclerc est dans le hall. Elle préside le nouveau comité de la fondation et voulait personnellement passer en revue les plans du gala avec vous. Faites-la entrer, s'il vous plaît, dit Valérie. Sandrine, autrefois son bourreau mondain, entra dans le bureau, les yeux écarquillés. Valérie, 7. Cette pièce, c'est magnifique. J'aime la lumière, dit simplement Valérie en se levant pour l'accueillir. Nous l'aimons tous, dit Sandrine, sa voix teintée d'un nouveau respect sincère. Nous l'aimons tous. Après la réunion, Valérie se tenait seule près de la fenêtre. Elle repensa à cette nuit au gala, l'humiliation, le neuf-froid de la peur, les flashs. Elle était entrée dans ce salon en tant qu'épouse de Nicolas Dubois, un accessoire, un fantôme. Elle en était sortie en tant que Valérie Thornton. Elle n'avait pas voulu ce combat. Elle n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs. Elle avait seulement voulu un partenaire. Mais Nicolas, dans son arrogance infinie, lui avait donné autre chose. Il avait essayé de la briser. Au lieu de cela, il l'avait libérée. Elle regarda la ville. Ce n'était pas juste une ligne d'horizon. C'était une toile. Et pour la première fois de sa vie, elle tenait le pinceau. Elle n'était plus l'investisseuse silencieuse. Elle était, et avait toujours été, l'architecte. 6 mois après le coup d'État dans la salle du Conseil, l'hiver parisien cédait la place à un printemps brut et humide. L'air à 5h30 du matin était assez froid pour mordre, transportant l'odeur métallique de l'acier humide et du diesel. Valérie Dubois Thornton se tenait sur une plateforme en contreplaqué à 4 étages au-dessus du sol, regardant le cœur excavé de ce qui avait été la tour de l'héritage de Nicolas. Le nom avait disparu. Le monument à son ego,
qui avait été un squelette à moitié construit de ruines financières, avait été systématiquement démantelé. Maintenant, c'était simplement les communs Thornton. Elle ne portait pas une robe de haute couture, mais un pantalon de travail doublé de polaire, des bottes à embout d'acier couvertes de boue et un casque blanc avec le simple logo Thornton sur le côté. À côté d'elle se tenait André Rossi, le chef de chantier, un ours grisonnant qui avait travaillé sur tous les grands gratte-ciel construits dans la ville depuis 30 ans. Il avait été ouvertement sceptique à son égard. Le rapport sur le cisaillement du vent est arrivé pour les terrasses supérieures, dit André, sa voix un grondement rauque. Il pointa une section du plan déroulé sur une table de fortune. Les ingénieurs du bureau d'études français renommé disent que nous devons renforcer les panneaux de verre avec un stratifié de 30 mm. C'est encore 2 millions, et ça nous met 2 semaines en retard. Valérie ne regarda pas l'analyse des coûts. Elle regarda les données brutes d'ingénierie. Elle traça les lignes du diagramme de flux d'air, son doigt ganté s'arrêtant sur un calcul d'azimut. Il compense le courant descendant d'une nouvelle tour de la Défense, dit-elle, sa voix claire dans le calme du matin. Mais ils n'ont pas tenu compte de l'effet Venturi de la tour voisine. Le vent va s'accélérer entre les bâtiments, pas seulement les contourner. Regardez. Elle sortit un marqueur rouge de sa poche et dessina 2 nouvelles flèches sur le plan. La pression ne sera pas sur la face du verre. Elle sera sur les boulons de montage. Un stratifié de 30 mm n'aura aucune importance si le panneau entier est arraché de son ancrage. André fixa le dessin, ses sourcils broussailleux grimpant sur son front. Il fit les calculs dans sa tête, ses lèvres bougeant silencieusement. Nom de Dieu, souffla-t-il, la regardant avec une expression complètement nouvelle. Vous avez raison. Nous n'avons pas besoin de verre plus épais. Nous avons besoin d'un système de montage flexible. Ce serait moins cher, en plus. Demandez à l'équipe structurelle de modéliser un système de joints à soufflet, dit Valérie en enroulant le plan. Je veux les nouvelles spécifications sur mon bureau avant midi. Elle lui tendit les plans et se tourna, son regard balayant le chantier massif. En bas, la première équipe de monteurs en charpente métallique arrivait, leurs lampes frontales perçant la pénombre de l'aube. Vous êtes ici tous les matins, Madame Dubois-Thornton, dit André, son ton étant plus sceptique, mais respectueux. Dubois, l'autre. Il est venu ici une fois pour une photo de presse. Il portait des chaussures en crocodile. Il aimait l'idée de construire, André, dit Valérie, regardant les étincelles de la torche d'un soudeur danser en bas. Moi, j'aime le travail. Elle quitta le chantier alors que le soleil commençait à toucher les plus hautes flèches de la ville. Son père lui avait appris qu'on ne pouvait pas posséder quelque chose qu'on ne comprenait pas, de la fondation au bilan. Nicolas n'avait jamais compris que le bilan, et même alors, seulement les parties qu'il pouvait tordre à son avantage. Quand elle arriva au siège du groupe Thornton, son assistante, une jeune femme vive nommée Manon, l'accueillit à l'ascenseur. « Bonjour, Madame la Présidente. Votre 9h avec les nouveaux responsables de l'architecture est confirmé. Le 11h est avec Pierre Garnier concernant la saisie finale des actifs des comptes restants de M. Dubois. Et il y a une affaire non programmée. » « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Valérie en enlevant son lourd manteau. « Une femme est dans le hall. Elle dit s'appeler Chloé Leroy. Elle refuse de partir. Elle dit qu'elle attendra toute la journée. Elle a l'air. » Manon hésita. Elle a l'air mal en point. Valérie s'arrêta, la main sur la porte de son bureau. Le nom fut un choc, un fantôme d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. La robe cramoisie, le sourire triomphant, le baiser qui avait brisé son mondé, paradoxalement, l'avait reconstruit. Elle sentit un éclair de la vieille colère froide. Son premier instinct fut de la faire expulser par la sécurité. Ce serait juste. Mais Valérie n'était plus la femme gouvernée par l'instinct et la blessure. Elle était la femme qui vérifiait l'ingénierie. 5 minutes, dit Valérie. Faites-la entrer, puis appelez la sécurité pour qu'elle attende à l'étage. Et Manon, apportez 2 cafés, un noir, un avec de la crème et du sucre. Oui, Madame la Présidente. Valérie entra dans son bureau, le vaste espace lumineux, et se tint près de la fenêtre, le dos à la porte. Elle l'entendit s'ouvrir. Elle entendit les pas doux et hésitants. Bonjour, Chloé. Elle se tourna.
La femme debout au milieu de son tapis persan était un spectre. Les cheveux blonds brillants étaient maintenant d'une couleur cuivrée terne, attachés en un nœud. La confiance radieuse avait disparu, remplacée par un désespoir aux yeux creux. Elle était mince, son jean et son pull délavé flottant sur elle. Elle serrait un sac à main usé comme si c'était une bouée de sauvetage. Manon entra, posa les 2 cafés sur la table et sortit, la porte se refermant avec un déclic. « Vous avez l'air bien, Valérie, » murmura Chloé. Sa voix était rauque. « Vous n'êtes pas venue ici pour me faire des compliments. »« Vous avez 4 minutes, » dit Valérie, sa voix ni méchante, ni ferme. Chloé tressaillit. Elle regarda le café. « Vous vous êtes souvenu. Crème et sucre. Vous en commandiez à chaque dîner. Que voulez-vous » Des larmes montèrent immédiatement aux yeux de Chloé, et elle les essuya avec colère. « Je ne suis pas ici pour demander de l'argent. Je sais que vous ne m'en donnerez pas. Et je ne suis pas ici pour m'excuser. Pour lui. J'étais stupide. Je le sais. Je l'ai cru. J'ai cru que j'étais là. La suivante, celle qui était différente. Elle rit, un son court et amer. Il m'a mise en faillite. À la seconde où le conseil a voté, il a vidé ce compte offshore que vous avez trouvé. Il m'a dit que c'était pour ses frais de justice, pour nous protéger. Puis il a disparu. La presse, les avocats. Ils me poursuivent. Ils disent que j'étais complice, que je savais pour le détournement. Le saviez-vous ? Demanda Valérie, son regard fixe. Je savais qu'il mettait de l'argent de côté, admit Chloé, sa voix baissant. Je pensais juste. Je pensais que c'était ce que faisaient les gens riches. Je ne savais pas que c'était de la fraude. Je ne savais pas que c'était votre argent. Il m'a dit que vous n'étiez qu'une épouse, que l'argent était entièrement à lui. Et vous l'avez cru, déclara Valérie. Ce n'était pas une question. Je veux témoigner, dit Chloé, sa voix retrouvant soudain un petit tranchant de la femme qu'elle était. Je veux vous aider. Je veux tout dire à l'AMF. Chaque dîner, chaque conversation, tout ce qu'il a dit sur le conseil, sur la tour de l'héritage, sur vous. Je veux le voir en prison. Valérie se dirigea vers son bureau et s'assit. Elle regarda cette jeune femme qui avait été à la fois sa rivale et, finalement, son catalyseur. Elle vit le besoin pathétique et désespéré de vengeance. C'était un poison que Valérie avait elle-même goûté et, heureusement, recraché. Non, dit Valérie. Chloé la dévisagea. Quoi ? Mais je peux vous aider. Je peux l'enterrer. Nicolas est déjà enterré, dit Valérie, sa voix calme. C'est un homme de 50 ans sans actif, sans réputation, et avec de multiples enquêtes fédérales contre lui. Il est pathétique. Votre témoignage ne ferait qu'ajouter de la terre sur un cercueil déjà scellé. Il ne servirait qu'à votre propre besoin de vengeance, et ce faisant, il vous lierait à lui légalement et publiquement pour le reste de votre vie. Vous seriez la maîtresse de Nicolas Dubois pour toujours. Le visage de Chloé s'effondra. Mais que dois-je faire ? Je n'ai rien. Je suis serveuse dans une brasserie de banlieue parisienne. Je ne suis rien. Valérie prit son téléphone. Pierre, je vous envoie une jeune femme. Elle s'appelle Chloé Leroy. Oui, celle-là. Je veux que vous la mettiez en contact avec un avocat. Un bon, pas un des nôtres, un avocat privé. Facturez-le sur mon compte personnel. Non, Pierre, elle n'est pas une menace. C'est une affaire à régler. Oui, merci. Elle raccrocha et regarda Chloé, qui pleurait silencieusement dans ses mains. Vous irez au cabinet de Pierre. Il vous fournira un conseil juridique. Cet avocat négociera un accord de non-poursuite avec l'AMF en échange de votre témoignage. Vous ne serez pas complice. Vous serez témoin. Le groupe Thornton acceptera également, en échange de votre témoignage complet et final, de ne pas engager de poursuite civile pour les 3 millions qu'il vous a donnés. Chloé leva les yeux, son visage un masque d'incrédulité. Vous. Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous ça pour moi ? Je ne fais pas ça pour vous, mademoiselle Leroy, dit Valérie en se levant.
La réunion était terminée. Je fais ça pour moi. Vous étiez un symptôme de sa maladie, pas la cause. Je nettoie ma maison. Votre ruine publique ne fait rien pour ma marque. Votre nouvelle vie tranquille, cependant, est une affaire très bien réglée. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Votre avocat vous demandera de signer un accord de non-divulgation complet. Si jamais vous parlez de moi, de Nicolas, ou de cette entreprise à qui que ce soit, je déploierai mes ressources pour m'assurer que vous soyez tenu financièrement responsable de chaque dollar qu'il a volé en votre nom. Comprenez-vous? Chloé, tremblante, se leva. Elle comprenait le pouvoir. Elle venait de voir pour la première fois à quoi il ressemblait vraiment. Ce n'était pas un baiser public. C'était un coup d'échec et mat silencieux. Oui, murmura-t-elle. Oui, merci. Elle partit. Valérie la regarda s'éloigner, puis se tourna vers Manon. Faites nettoyer le bureau à fond, s'il vous plaît, et annulez mon 11h avec Pierre. Il semble que nous ayons déjà conclu notre affaire. Ce soir-là, la Bibliothèque nationale de France était illuminée d'un or doux et chaud. C'était le dîner inaugural de la Fondation Thornton. Ce n'était pas un gala. Pas de flash crépitant, pas de tapis rouge. Les invités étaient un mélange. Sandrine Leclerc était assise à côté du doyen de l'ingénierie d'art et métiers Paris Tech, et Stéphane Lambert était en pleine discussion avec une étudiante en art de 19 ans du Bronx, la première boursière de la Fondation. Valérie se tenait au pupitre. Elle portait une robe fourreau bleu nuit. Pas d'émeraude, pas de diamants, juste les simples boucles d'oreilles en perles de sa mère. Mon père, Henry Thornton, commença-t-elle, sa voix stable et chaleureuse, remplissant la salle. Disait que l'héritage n'était pas ce que l'on construisait. C'était ce que l'on laissait. Pendant des années, je l'ai mal compris. Je pensais qu'il parlait de l'acier, des actions, de l'entreprise, des actifs. Elle sourit, un sourire sincère et facile. Mais non. Il parlait de l'impact. Un bâtiment peut être démoli. Une action peut chuter. Mais une idée, une opportunité, c'est un plan qui peut être utilisé pour toujours. La Fondation Thornton n'est pas ici pour construire des monuments à nous-mêmes. Nous sommes ici pour investir dans les architectes. Les architectes de notre avenir. Elle parla pendant 10 minutes, un discours qui ne venait pas d'un script, mais d'un lieu de conviction profonde et établi. Quand elle eut terminé, les applaudissements ne furent pas les applaudissements polis et clairsemés d'un événement mondain. Ils furent profonds, soutenus et réels. Plus tard, Jean la trouva seule, regardant le plafond de la salle de lecture. C'était un sacré discours, patronne, dit-il en lui tendant une coupe de champagne. Je pensais chaque mot, dit-elle en la prenant. Je sais. Il trinqua avec elle. J'ai réfléchi à ce que je devais te dire. J'ai travaillé pour ton père pendant 30 ans. C'était un homme brillant, un homme bon, mais il était prudent. Il construisait des murs pour protéger son héritage. Il avait peur du monde. Il la regarda, ses yeux brillants. Toi, Valérie, tu n'as pas peur. Tu abats les murs et tu construis des ponts. Il serait. Mon Dieu, il serait si fier de toi. Valérie sentit une chaleur dans sa poitrine, une vieille tension froide se dénouant enfin. Elle regarda la salle, le mélange de vieille fortune et de nouvelles idées, l'énergie, le potentiel. Nicolas avait essayé de voler son entreprise. Il avait essayé de voler son nom. Mais il lui avait, dans son aveugle arrogance, donné la seule chose qu'elle ne savait pas qu'il lui manquait, sa voix. Ce n'était pas un nouveau chapitre. Ce n'était pas une vengeance. C'était une résurrection. Et Valérie Thornton, l'architecte de sa propre vie, était enfin vraiment prête à construire. L'histoire de Valérie Dubois Thornton est un rappel brutal, choquant et finalement inspirant que la personne la plus silencieuse dans une pièce est souvent la plus puissante. Elle n'a pas seulement reconquis sa vie, elle a reconquis son nom, son héritage et son identité. Mais qu'en pensez-vous? La décennie de silence de Valérie était-elle une protection nécessaire ou une erreur qui a permis à un monstre de grandir? Que auriez-vous fait à sa place? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ce genre de drame, une histoire de trahison et de vengeance incroyable, se produit dans la vie réelle tous les jours, caché derrière des portes closes. Si vous avez été captivé par le parcours de Valérie,
De l'épouse silencieuse à la titan de l'industrie, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment une histoire où la justice est rendue. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine histoire que nous découvrirons.